Tim poussa la porte à deux battants qui s'ouvrait au fond de la salle à manger et il entra dans la cuisine. Une grande table en acier inoxydable occupait le centre de la pièce. Sur la gauche se trouvait une énorme cuisinière équipée de nombreux brûleurs, et un peu plus loin étaient alignés plusieurs grands réfrigérateurs. Tim commença à les ouvrir pour chercher une glace pour Lex, et à chaque fois qu'il ouvrait une porte, de la vapeur sortait de l'appareil. Pourquoi est-ce que la cuisinière est allumée demanda sa sœur. Elle n'est pas allumée. Et alors, pourquoi est-ce qu'il y a ces petites flammes bleues? Ce sont des veilleuses. Qu'est-ce que c'est des veilleuses? Oh, laisse tomber, soupira Tim en ouvrant la porte d'un autre réfrigérateur. Ça veut dire que je pourrais te faire cuire quelque chose. Il venait de trouver dans le dernier réfrigérateur toutes sortes de provisions, packs de lait, différentes variétés de légumes et de steaks. Il y avait aussi du poisson, mais pas de glace. C'est toujours une glace que tu veux? Je crois te l'avoir dit, non? Le réfrigérateur suivant était véritablement énorme, avec une porte en inox munie d'une large poignée horizontale. Tim tira sur la poignée, réussit à ouvrir la porte et découvrit une chambre froide, grande comme une vraie pièce, où la température était glaciale. Timmy, attends une minute, tu veux? Fit-il avec agacement. J'essaie de te trouver une glace. Timmy, il y a quelque chose. Elle avait chuchoté, et pendant quelques instants, il ne comprit pas le sens de ces derniers mots. Puis, il sortit précipitamment de la chambre froide dont le tour de la porte était enveloppé dans une vapeur verte. Lex se tenait près de la grande table en inox, et elle avait la tête tournée vers la porte de la salle à manger. Tim perçut une sorte de sifflement prolongé, évoquant un serpent gigantesque, un son modulé mais à peine audible. Cela aurait pu être le vent, mais Tim savait qu'il n'en était rien. « Timmy, j'ai peur !» murmura la fillette. Il s'avança prudemment jusqu'à la porte à deux battants et regarda par un hublot. Dans la salle à manger obscure, au milieu des tables à la disposition régulière, il distingua une silhouette souple et silencieuse comme un fantôme et découvrit la source du sifflement. C'était un vélociraptor. Grant suivait les canalisations en tâtonnant dans l'obscurité. Il cherchait l'échelle pour remonter, mais il n'était pas facile de trouver son chemin dans le noir, et le bruit du générateur contribuait à le désorienter. Il atteignit enfin l'échelle et avait déjà gravi quelques marches quand il se rendit compte qu'il percevait en bas un autre bruit que celui du générateur. Grant resta en équilibre sur une marche et tendit l'oreille. C'était un homme qui criait. Il reconnut la voix de Gennaro. « Où êtes-vous » s'écria-t-il. « Par ici » répondit l'avocat. « Dans le camion !» Grant ne voyait pas de camion. Il plissa les yeux et distingua du coin de l'œil des formes vertes se mouvant dans l'obscurité. Puis il aperçut le camion et se dirigea vers lui. Le silence fit frissonner Tim. Haut d'1,80 m, le vélociraptor donnait une impression de puissance, même si ses jambes étaient cachées par les tables et les chaises. Tim ne distinguait que le haut de son torse. Ses deux bras plaquaient le long du corps et les griffes qui prolongeaient ses mains. Il percevait les mouchetures iridescentes sur le dos de l'animal. Le vélociraptor se glissait entre les tables avec une grande vivacité, en coulant sur les côtés des regards rapides, avec les petits mouvements saccadés de la tête propres aux oiseaux. À chaque pas, la tête montait et descendait, et la longue queue droite s'inclinait, ce qui accentuait encore la ressemblance avec un oiseau. Un oiseau de proie géant et silencieux. La salle à manger était sombre, mais le vélociraptor semblait voir assez bien pour continuer sa progression. De temps en temps, il se penchait et passait la tête sous les tables. Tim entendait un reniflement bref, puis la tête se relevait brusquement et recommençait à se balancer d'avant en arrière. Tim observa le dinosaure jusqu'à ce qu'il soit sûr qu'il se dirigeait vers la cuisine. Était-il attiré par leur odeur? Tous les livres affirmaient que les dinosaures n'avaient pas un odorat très développé, mais celui-ci semblait fort bien se débrouiller. De toute façon, les livres pouvaient dire ce qu'ils voulaient, c'est un animal en chair et en os que Tim avait sous les yeux, et qui se rapprochait. Le garçon s'éloigna de la porte en baissant la tête. « Il y a quelque chose là-bas » demanda Lex.
Tim ne répondit pas. Il entraîna sa sœur dans le fond de la pièce et la poussa sous une table derrière une grande poubelle. Reste là, lui murmura-t-il à l'oreille d'une voix pressante. Tim s'élança vers le réfrigérateur contenant les provisions. Il prit une poignée de steak et repartit précipitamment vers la porte. Il posa silencieusement le premier steak sur le carrelage, fit quelques pas en arrière et posa un second morceau de viande par terre. Il vit du coin de l'œil sa sœur passer la tête sur le côté de la poubelle et lui intima du doigt l'ordre de rester caché. Il continua de s'éloigner de la porte à reculons et posa 2 autres steaks sur le sol carrelé. Le sifflement se fit plus fort. Des griffes poussèrent la porte et une grosse tête s'avança prudemment dans l'ouverture. Le vélociraptor s'immobilisa sur le seuil de la cuisine. Tim était à moitié accroupi derrière le pied le plus éloigné de la grande table en inox, mais il n'avait pas eu le temps de se dissimuler complètement. Sa tête et ses épaules dépassaient. Le vélociraptor pouvait le voir. Le garçon commença lentement à se baisser et à s'enfoncer sous la table. Le vélociraptor tourna brusquement la tête dans sa direction et fixa les yeux sur lui. Tim s'immobilisa. Il était encore visible, mais il se força à ne pas bouger. Le vélociraptor demeurait immobile sur le seuil. Il flairait la pièce. « Il fait plus sombre ici, songea Tim, et il voit moins bien. Il se méfie. » Il percevait maintenant l'odeur du grand reptile, et à travers ses lunettes, il vit l'animal bâiller en rejetant en arrière son museau aplati et en découvrant 2 rangées de dents acérées. Le regard du vélociraptor n'était plus braqué sur lui, et l'animal tournait maintenant la tête de droite et de gauche, avec des mouvements brusques qui faisaient pivoter les yeux dans leurs orbites enfoncées. Tim sentait son cœur tambouriner dans sa poitrine. C'était encore pire de se trouver face à cet animal dans un espace clos qu'en pleine nature. Avec sa taille imposante, la vivacité de ses mouvements, son odeur âcre, sa respiration sifflante. Vu de près, il était bien plus effrayant que le tyrannosaure. Le T-Rex était un animal énorme, mais il ne possédait pas une grande intelligence, alors que le vélociraptor, s'il ne dépassait pas la taille d'un homme, était à l'évidence un animal extrêmement vif et intelligent. Tim redoutait presque autant le regard pénétrant du dinosaure que ses dents tranchantes et pointues. Le vélociraptor huma l'air. Il fit un pas en avant, directement vers Lex. Il devait l'avoir senti. Le cœur de Tim fit un bond dans sa poitrine. Le vélociraptor s'arrêta, puis baissa lentement la tête. Il avait trouvé la viande. Tim avait envie de se pencher pour regarder par-dessous la table, mais il n'osait pas faire le moindre mouvement. Les jambes à demi repliées, rigoureusement immobiles, il écouta les bruits de mastication. Le dinosaure mangeait. Le raptor releva la tête et regarda autour de lui en humant l'air. Il vit le 2e steak, fit 2 pas rapides et se pencha. Silence. Le vélociraptor ne mangeait pas. La tête se redressa. Tim commençait à avoir les jambes ankylosées, mais il ne bougeait pas. Pourquoi l'animal n'avait-il pas mangé le 2e steak ? Une douzaine d'explications traversèrent l'esprit de Tim. Il n'aimait pas le goût du bœuf ou la viande trop froide. Il n'appréciait pas la chair d'un animal mort. Il flairait un piège. Il avait senti Lex, il avait senti Tim ou il l'avait vu. Le vélociraptor se déplaçait de plus en plus vite. Il vit le 3e steak, baissa la tête, la releva aussitôt et continua à avancer. Tim retint son souffle. Le dinosaure n'était plus qu'à 3 mètres de lui, et il voyait les tressaillements des muscles sur le flanc de l'animal. Il distinguait le sang séché sur les griffes des mains, les stries qui couraient sur la moucheture de la peau, les plis du cou juste sous la mâchoire. Le vélociraptor renifla, secoua la tête et dirigea les yeux droits sur Tim qui faillit pousser un cri de frayeur. Tous ses muscles étaient tendus, et il surveillait les yeux du reptile qui parcourait la pièce. Le vélociraptor renifla une nouvelle fois. « Il m'a découvert !» Puis l'animal rejeta la tête en arrière pour regarder devant lui et s'avança vers le 4e steak. « Ne bouge pas, Lex, je t'en prie, ne bouge pas, surtout ne bouge pas !» Le vélociraptor flaira la viande et continua à avancer. Il était arrivé devant la porte de la chambre froide. Tim voyait les volutes de vapeur s'enrouler sur le carrelage et effleurer les jambes du dinosaure. Un pied aux griffes énormes se souleva puis retomba silencieusement.
L'animal hésitait. « Il fait trop froid, songea Tim. Il n'entrera pas, il fait trop froid. Il n'entrera pas, il n'entrera pas. » Le dinosaure entra. La tête disparut, puis le corps, puis la longue queue. Tim se rua vers la porte en inox et la poussa en pesant de tout son poids. Mais le bout de la queue resta coincé. La porte ne fermait pas. Le vélociraptor rugit, un son aux résonances terrifiantes. Tim fit machinalement un pas en arrière, et la queue disparut. Il claqua la porte de la chambre froide et entendit un déclic. Elle était fermée. « Lex! Lex !» Il entendit le raptor taper sur la porte et il l'imagina en train de frapper à coups redoublés sur le panneau d'acier. Il avait vu sur la face intérieure un gros bouton d'acier et savait que si le raptor appuyait dessus, la porte s'ouvrirait. Il fallait trouver un moyen de la bloquer. « Lex !»« Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-elle juste à côté de lui. Tim pesait sur la poignée horizontale pour maintenir la porte fermée. « Il y a une goupille !» s'écria-t-il. « Une petite goupille ! Prends-la !» Le vélociraptor poussa un rugissement terrible, assourdi par l'épaisseur du panneau d'acier, et se jeta de toutes ses forces contre la porte. « Je ne vois rien !» cria Lex. La goupille pendait sous la poignée, se balançant au bout d'une petite chaîne métallique. « Elle est juste devant toi !»« Je ne la vois pas !» hurla la fillette. Tim se rappela qu'elle n'avait pas de lunettes pour voir dans l'obscurité. « Cherche-la en tâtonnant !» Il vit la petite main s'élever, toucher la sienne et s'avancer vers la goupille. Lex était si près de lui qu'il la sentait vibrer de terreur et qu'il entendait son souffle court et précipité pendant qu'elle cherchait la goupille. Le vélociraptor se jeta de nouveau contre la porte qui s'entr'ouvrit. Elle s'entr'ouvrit, mais l'animal, qui ne s'y attendait pas, avait déjà reculé pour prendre son élan avant une nouvelle tentative. Et Tim eut le temps de la refermer. Il vit Lex se tourner vers lui dans l'obscurité et lever la main. « Je l'ai !» cria la fillette. Elle avança la main et glissa la goupille dans le trou, mais elle ressortit. « Par-dessus, entre là par-dessus !» Elle reprit la goupille au bout de sa chaîne, la fit passer par-dessus la poignée et l'introduisit derechef dans le trou. Fermé. Le vélociraptor rugit, et les deux enfants reculèrent quand il se rua sur la porte. À chacune de ces tentatives, les charnières du lourd panneau d'acier craquaient, mais elles résistaient. Tim ne pensait pas que le raptor réussirait à ouvrir la porte. L'animal était bel et bien enfermé dans la chambre froide. « Allons-y !» dit le garçon en poussant un long soupir. Il prit la main de sa sœur et ils partirent en courant. « Si vous les aviez vus !» dit Gennaro à Grant tandis que les deux hommes commençaient à monter l'échelle métallique. « Il y avait bien 2 douzaines de complices. J'ai été obligé de me réfugier dans le camion pour leur échapper. Ils étaient devant le pare-brise, assis, attendant comme des charognards. Mais ils se sont enfuis comme des lapins en vous voyant arriver. »« Ce sont des animaux nécrophages, » expliqua Grant. « Jamais ils ne s'attaqueront à quelque chose qui bouge ou qui leur paraît trop robuste. Ils se contentent de proies mortes, ou presque, du moins qui ne donnent pas signe de vie. » Ils étaient arrivés en haut de l'échelle et se dirigeaient vers la sortie. « Qu'est devenu le raptor qui vous a attaqué ?» demanda Grant. « Je ne sais pas, » répondit Gennaro. « Il est parti ?»« Je ne l'ai pas vu. Je pense que je m'en suis sorti uniquement parce qu'il était blessé. Je crois que Muldoum l'a touché à la jambe car il saignait beaucoup quand je l'ai vu en bas. Et après, je ne sais pas. Il est peut-être ressorti. Ou bien il est mort à l'intérieur, j'en sais rien. » « À moins qu'il ne soit encore là-dedans, » dit Grant. Debout à la fenêtre, Henry Wu regardait les raptors s'agiter derrière la grille. Il semblait encore d'humeur expiègle et continuait à simuler des attaques contre Ellie. Wu se demanda si ce comportement, qui durait déjà depuis un certain temps, n'avait pas trop duré. Peut-être les dinosaures s'efforçaient-ils de retenir l'attention d'Ellie, autant qu'elle essayait de retenir la leur. Le comportement des dinosaures n'avait jamais été, pour Henry Wu, une préoccupation majeure. Et avec juste raison. Le comportement n'était qu'une conséquence secondaire de l'ADN, comme la fabrication d'une protéine. On ne pouvait sérieusement prévoir le comportement, pas plus qu'on ne pouvait le contrôler, si ce n'est de manière très sommaire, en rendant par exemple un animal dépendant d'une substance alimentaire par la suppression d'une enzyme spécifique. Mais, en règle générale, le comportement échappait au domaine des connaissances.
Il était absolument impossible, en étudiant un fragment d'ADN, de prévoir un comportement. Ce qui avait rendu les travaux du généticien purement empiriques. Cela revenait à une manière de bricolage, un peu comme le travail d'un ouvrier d'aujourd'hui, réparant tant bien que mal une horloge très ancienne, remontant à une époque où les matériaux comme les procédés de fabrication étaient entièrement différents. On ne pouvait jamais savoir exactement pourquoi cela marchait de telle ou de telle manière, sans parler des multiples réparations ou modifications opérées au fil du temps par les forces de l'évolution. Ainsi, tel l'ouvrier qui effectue une réparation et vérifie ensuite si son horloge fonctionne mieux, Henry Wu effectuait une modification, puis regardait si le comportement des animaux s'en trouvait amélioré. Il ne s'attachait à corriger que le plus flagrant, coups de tête répétés contre des clôtures électrifiées, ou dos écorchés par des frottements prolongés contre des troncs d'arbres. C'étaient des comportements de ce type qui le renvoyaient dans son laboratoire. Les limites de sa science avaient conservé une part de mystère aux dinosaures. Il n'était pas sûr, il ne pouvait être sûr, que le comportement des animaux du parc était conforme à ce qu'il avait été dans un passé reculé. La question n'était pas résolue et elle demeurerait sans réponse. Jamais le généticien ne le reconnaîtrait, mais la révélation que les dinosaures se reproduisaient apportait la preuve de la qualité de son travail. Il n'y avait pas de meilleure démonstration que l'existence d'un animal fécond. Cela impliquait que Wu avait assemblé correctement toutes les pièces du puzzle. Il était parvenu à recréer un animal disparu depuis des millions d'années avec une telle précision que cet animal était en mesure de se reproduire. Plus il suivait les évolutions des raptors derrière la grille, plus cette persistance dans leur comportement l'inquiétait. Les raptors étaient intelligents, et les animaux intelligents se lassent rapidement de faire la même chose. Ils sont également capables d'élaborer des plans. « Où est Ellie ?» demanda Harding en sortant de la chambre de Malcolm. « Elle est encore dehors. »« Il faut la rentrer. Les raptors ont abandonné la lucarne. »« Quand ?» demanda Henry Wu en s'avançant vers la porte. « Il y a 1 ou 2 minutes, répondit Harding. « Ellie !» cria Wu en ouvrant la porte d'entrée. « Revenez tout de suite !» Elle se retourna vers lui, l'air perplexe. « Il n'y a pas de problème, lança-t-elle. Tout va bien. Revenez tout de suite !» Muldoon n'aimait pas voir Henry Wu devant la porte ouverte, et il s'apprêtait à le lui dire quand il vit une ombre sauter du toit. Il comprit tout de suite ce qui se passait. Le généticien décolla littéralement du chambranle, et Muldoon entendit Ellie pousser un hurlement horrifié. Il se rua vers la porte, regarda à l'extérieur et vit Wu couché sur le dos, le ventre ouvert par une griffe énorme. Le raptor secouait la tête pour arracher les intestins du généticien, qui s'efforçait faiblement de repousser la grosse tête du dinosaure en train de le dévorer vivant. Ellie cessa de hurler et elle se mit à courir le long de la grille, tandis que Muldoon rentrait précipitamment et claquait la porte derrière lui, glacé d'horreur. Tout s'était passé si vite. « Il a sauté du toit ?» demanda Harding. Muldoon hocha la tête sans répondre. Il s'avança vers la fenêtre et vit que les 3 vélociraptors s'éloignaient en courant de l'autre côté de la grille. Mais ils ne suivaient pas Ellie. Ils partaient dans l'autre direction, vers le centre des visiteurs. En arrivant à l'angle du bâtiment de service, Grant avança la tête en essayant de distinguer quelque chose dans la brume. Il entendait les grondements des raptors qui semblaient se rapprocher. Puis il les vit passer en courant et comprit qu'ils se dirigeaient vers le centre des visiteurs. Il se retourna vers Gennaro. L'avocat lui fit non de la tête. « Nous n'avons pas le choix, » lui murmura Grant à l'oreille en se penchant vers lui. « Il faut remettre l'ordinateur en marche. » Il fit quelques pas et sa silhouette se fondit dans la brume. Quelques instants plus tard, Gennaro le suivit. Ellie ne perdit pas de temps à réfléchir. Dès qu'elle vit les raptors sauter à l'intérieur de la grille pour attaquer Wu, elle prit ses jambes à son cou en se dirigeant vers l'extrémité du bâtiment. Il y avait une bande de terrain d'environ 5 mètres de large entre la grille et la construction. Le bruit de sa respiration était si forte qu'elle ne savait même pas si les raptors la poursuivaient. Ellie tourna à l'angle du bâtiment et vit un arbre qui s'élevait tout près du mur. Elle sauta, s'agrippa à une grosse branche et commença à balancer les jambes. Non seulement elle ne se laissait pas gagner par la panique,
mais elle éprouvait plutôt une sorte d'euphorie en donnant des coups de rein et en voyant ses jambes s'élever au-dessus de sa tête. Elle parvint à les balancer par-dessus une autre branche, contracta ses abdominaux et se hissa rapidement sur la branche. Elle était déjà à plus de 3 mètres du sol et les raptors ne l'avaient pas suivie. Elle commençait à se sentir beaucoup mieux quand elle vit apparaître le premier animal au pied de l'arbre. Du sang coulait sur ses lèvres et des lambeaux de chair dépassaient de sa gueule. Ellie reprit son ascension, grimpant de branche en branche aussi vite qu'elle le pouvait. Elle apercevait presque le toit du bâtiment. Quand elle baissa la tête pour regarder en bas, elle vit que les 2 raptors avaient commencé à grimper. Elle se hissa à la hauteur du toit. La surface horizontale couverte de gravier était un peu plus d'1 mètre d'elle et les pyramides vitrées des lucarnes pointaient dans la brume. Elle vit une ouverture sur le toit et songea qu'elle pourrait entrer dans le bâtiment. Bandant tous ses muscles, elle sauta et s'étala de tout son long sur le gravier. Elle s'était écorché le visage, mais elle éprouvait toujours cette étrange euphorie, comme si tout cela n'était qu'un jeu, un jeu où elle avait bien l'intention de gagner. Elle s'élança vers la porte donnant sur la cage d'escalier. Derrière elle, les bruits dans le feuillage indiquaient que les raptors étaient encore dans l'arbre. Elle atteignit la porte et tourna le bouton. Elle était fermée à clé. Dans son euphorie, il fallut quelques instants à Ellie pour saisir ce que cela signifiait. La porte était fermée à clé. Elle était sur le toit, mais elle ne pouvait entrer. La porte était fermée à clé. Elle martela rageusement la porte, puis se précipita vers l'autre extrémité du toit en espérant trouver une autre issue. Mais, à travers la brume, elle ne distingua que le rectangle vert de la piscine. Tout le tour en était cimenté, et il y avait plus de 3 mètres entre le bord du toit et la piscine. Jamais elle ne pourrait franchir une telle distance. Mais il n'y avait pas d'autres arbres pour redescendre, pas d'escalier de secours, pas d'échelle d'incendie. Il n'y avait absolument rien. Ellie se retourna et vit les raptors bondir avec souplesse sur le toit. Elle courut vers l'arrière du bâtiment, espérant toujours trouver une issue. Mais là encore, il n'y avait rien. Les vélociraptors s'avançaient lentement vers elle, se glissant silencieusement entre les pyramides de verre. Elle baissa les yeux. Le rebord de la piscine était au moins à 3 mètres. Trop loin. En se rapprochant d'elle, les raptors s'écartaient l'un de l'autre. C'est toujours la même chose, songea-t-elle. Il suffit d'un petit détail pour tout foutre en l'air. Son euphorie ne s'était pas dissipée. Elle éprouvait encore une légèreté de tout son être et ne parvenait pas à croire que ces animaux allaient la tuer, que sa vie allait s'achever là, de cette manière. Cela lui semblait pas possible. Son euphorie la protégeait comme une armure. Elle refusait de se soumettre à l'inéluctable. Les raptors se mirent à gronder, et Ellie recula. Elle prit une longue inspiration et partit ventre à terre vers le bord du toit. Elle vit la piscine en contrebas et songea qu'elle était trop loin. « Adieu va !» se dit-elle en sautant, et elle se jeta dans le vide. Ellie eut d'abord l'impression de recevoir une gifle monumentale, puis sentit le froid qui l'enveloppait. Elle était dans l'eau, elle avait réussi. Ellie remonta à la surface et leva la tête pour voir les 2 raptors debout au bord du toit qui la regardaient. Elle comprit aussitôt que si elle l'avait fait, les dinosaures pouvaient également le faire. « Est-ce qu'ils savent nager ?» se demanda-t-elle en se maintenant à la surface de l'eau. Mais elle était sûre que oui, ils nageaient probablement comme des crocodiles. Les raptors s'éloignèrent du bord du toit et elle entendit soudain la voix de Harding. « Docteur Sattler ?» Elle comprit que le vétérinaire avait ouvert la porte du toit et que les vélociraptors avaient choisi une autre proie. Elle sortit précipitamment de la piscine et s'élança vers le pavillon. Harding avait grimpé les marches 2 à 2 et ouvert la porte sans réfléchir en appelant Ellie. Puis, il s'était immobilisé. Des écharpes de brume traversaient le toit en s'accrochant aux pyramides de verre. Les raptors étaient invisibles. « Docteur Sattler ?» Il était tellement préoccupé par le sort d'Ellie qu'il lui fallut un certain temps avant de prendre conscience de son erreur. Il songeait qu'il aurait dû voir les animaux quand une main aux griffes acérées jaillit sur le côté de l'embrasure. Une douleur fulgurante lui lacéra la poitrine. Il bondit en arrière et rassembla toutes ses forces pour refermer la porte sur le bras du raptor. « Elle est là !» lui cria Muldoon du pied de l'escalier. « Elle vient de rentrer !» De l'autre côté de la porte, le raptor émit un grondement de rage et Harding poussa derechef la porte sur le bras de l'animal. Les griffes se retirèrent
et le vétérinaire referma la porte avec un fracas métallique. Puis il se laissa tomber par terre, plié en deux par une quinte de toux. Tim lut les inscriptions sur toutes les portes devant lesquelles il passait. C'étaient des bureaux, gardien du parc, service clientèle, directeur général, régisseur. Ils arrivèrent devant une cloison vitrée portant l'inscription « Zone interdite, accès réservé au personnel autorisé ». Il y avait une fente pour introduire une carte magnétique, mais Tim se contenta de pousser le panneau de verre. « Pourquoi est-ce que c'est ouvert ?»« L'électricité est coupée, » expliqua Tim. « Mais pourquoi allons-nous dans la salle de contrôle ?» demanda la fillette. « Pour chercher une radio, il faut appeler quelqu'un. » Le couloir continuait derrière la porte vitrée. Tim reconnaissait les lieux. Il y était venu pendant la visite du bâtiment. Lex trottinait pour rester à sa hauteur. Ils perçurent au loin des grondements de raptors, mais les animaux semblaient se rapprocher. Puis Tim les entendit se jeter contre les grandes portes vitrées du hall. « Ils sont là !» murmura Lex. « N'aie pas peur. »« Mais qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici ?» demanda la fillette. « Ne t'occupe pas d'eux. » Surveillant du parc, opération, centre de contrôle. « C'est là !» dit Tim en poussant la porte. La salle de contrôle était bien telle qu'il en avait gardé le souvenir. Au centre se trouvait une console avec 4 sièges et 4 moniteurs. Tout était noir, à l'exception des moniteurs qui montraient des rangées de rectangles de couleurs. « Où allons-nous trouver une radio ?» demanda Lex. Mais Tim ne pensait plus à la radio. Il s'avança dans la pièce, le regard fixé sur les écrans. Ils étaient allumés. Cela signifiait donc que... l'électricité a dû revenir. « Ah, Burke !» s'écria Alex en faisant un petit saut de côté. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« J'ai marché sur une oreille !» Tim n'avait pas vu de corps en entrant, mais il se retourna et vit qu'il y avait effectivement une oreille sur le sol. Rien qu'une oreille. « C'est vraiment dégoûtant !» fit Lex avec une grimace. « Laisse tomber !» dit Tim en se retournant vers les moniteurs. « Où est le reste du corps ?» poursuivit la fillette. « Ne t'occupe pas de ça maintenant !» Tim étudia attentivement l'écran où apparaissaient plusieurs rangées de rectangles de couleurs. Parc Jurassique, mise en route système. « Tu ferais mieux de ne pas toucher à ça, Tim. »« Ne t'inquiète pas. » Il avait déjà vu des ordinateurs compliqués, comme ceux qui étaient installés dans les bâtiments où son père travaillait. Ces gros ordinateurs contrôlaient tout, depuis les ascenseurs et le matériel de surveillance jusqu'à l'installation de chauffage et de climatisation. Il ressemblait en gros à celui-là, avec tout un tas de petites cases de couleurs, mais était en général plus facile à comprendre. Et il y avait presque toujours une case indiquant « Aide » quand on avait besoin de savoir comment fonctionnait la machine. Mais sur l'écran qu'il avait devant les yeux, « Aide » ne figurait nulle part. Il regarda une seconde fois pour en être sûr. Mais son regard fut attiré par autre chose. Un affichage numérique dans un angle de l'écran. Des chiffres indiquaient 10h47-22. Tim comprit que c'était l'heure. Il ne restait plus que 13 minutes avant l'arrivée du cargo. Mais le sort de ceux qui étaient assiégés dans le pavillon le préoccupait beaucoup plus. Il entendit des grésillements de parasites et se retourna, et vit que Lex tenait une radio à la main. Elle était en train de tripoter les boutons. « Comment ça marche ?» demanda-t-elle. « Je n'arrive pas à la faire marcher. »« Donne-moi ça !»« C'est à moi, c'est moi qui l'ai trouvé. »« Donne-moi cette radio, Lex. Je veux la faire marcher d'abord. »« Lex !» Au milieu des grésillements, la voix de Muldoon retentit soudain. « Qu'est-ce qui se passe encore ?» Surprise, la fillette lâcha la radio qui tomba avec fracas. Grant recula en rasant le sol et s'accroupit derrière un palmier. Il voyait à travers les traînées de brume les raptors qui sautaient en grondant et donnaient des coups de tête contre les portes vitrées du centre des visiteurs. Mais entre deux grondements, ils demeuraient silencieux et inclinaient la tête, comme s'ils essayaient de percevoir un bruit lointain. Puis, ils lançaient de petits cris plaintifs. « Que font-ils » demanda Gennaro. « On dirait qu'ils essaient d'entrer dans la cafétéria. »« Qu'y a-t-il dans la cafétéria » poursuivit l'avocat. « C'est là que j'ai laissé les enfants. »« Vous croyez qu'ils pourront briser ces portes vitrées ?»« Non, je ne pense pas.
Grant continua d'observer les animaux. Il perçut les grésillements d'une radio, affaiblie par la distance, et l'agitation des raptors redoubla. L'un après l'autre, ils se mirent à sauter, de plus en plus haut. Il vit l'un d'eux atteindre le balcon du premier étage, se recevoir avec souplesse et disparaître à l'intérieur du bâtiment. Au même étage, dans la salle de contrôle, Tim ramassa vivement la radio que sa sœur avait lâchée. Il enfonça un bouton. « Allô? Allô? C'est toi, Tim ?» Le garçon reconnut la voix de Muldoon. « Oui, c'est moi. Où es-tu? » « Dans la salle de contrôle. L'électricité est revenue. »« Ah, voilà une bonne nouvelle, Tim. Si quelqu'un veut m'expliquer comment remettre l'ordinateur en marche, je suis prêt à le faire. » Il eut un silence. « Allô ?» fit Tim. « Vous m'avez entendu ?»« Il y a un petit problème, » répondit Muldoon. « Il se trouve que, voilà, aucun de nous ne sait ce qu'il faut faire. »« Quoi ?» s'exclama Tim, tellement cela lui paraissait incroyable. « Vous vous fichez de moi? Personne ne sait ce qu'il faut faire ?»« Non, je crois qu'il faut chercher le circuit principal, » reprit Muldoon après un silence. « Activer le circuit principal. Tu t'y connais en ordinateur, Tim ?» Le garçon garda les yeux fixés sur l'écran. Lex lui donna un coup de coude. « Dis-lui que non, Timmy. »« Oui, un peu, je m'y connais un petit peu. »« Tu n'as qu'à essayer, » poursuivit Muldoon. « Ici, personne ne sait ce qu'il faut faire, et Grant n'y connaît rien non plus. »« D'accord, » fit Tim, « je vais essayer. » Il relâcha la touche de la radio et recommença à étudier l'écran. « Timmy, » dit Lex, « tu ne sais pas ce qu'il faut faire. »« Si, je sais. »« Si tu le sais, fais-le. Attends une minute. » Pour commencer, il rapprocha la chaise du clavier et appuya sur les touches permettant au curseur de se déplacer sur l'écran. Mais il ne se passa rien. Il frappa ensuite d'autres touches. Toujours rien. « Alors ?» dit-elle. « Il y a quelque chose qui ne va pas, » répondit Tim l'air perplexe. « Tu n'y connais rien, Timmy. » Il examina une fois encore l'écran, avec la plus grande attention. Le clavier présentait en haut une rangée de touches de fonction, comme tous les claviers d'ordinateur personnel, et le moniteur était grand et en couleur. Mais le boîtier était d'un type qu'il ne connaissait pas. Tim regarda sur les bords de l'écran et vit une multitude de petits points lumineux rouges. Des lumières rouges disposées tout autour de l'écran. Qu'est-ce que cela pouvait bien être? Il avança un doigt et vit le reflet de la lumière rouge sur sa peau. Il posa le doigt sur l'écran et entendit un bip. Un message s'afficha dans une fenêtre. « Vous avez déjà accès au système. Faites votre sélection à partir du menu principal. » Quelques instants plus tard, le message disparut, ne laissant que le menu principal. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Alex. « Qu'est-ce que tu as fait? Tu as touché quelque chose ?»« Bien sûr, » songea Tim. « J'ai touché l'écran. Les lumières rouges disposées tout autour devaient être des senseurs à infrarouge. » Tim n'avait jamais vu ce genre d'écran, mais il avait lu un article dans une revue. Il posa le doigt sur « Réinitialiser retour ». Un nouveau message s'afficha aussitôt sur l'écran. L'ordinateur est réinitialisé. Faites votre sélection à partir du menu principal. La radio leur transmit des grondements de Raptor. « Je veux voir, » dit Lex. « Tu devrais essayer vidéo. »« Non, Lex. »« Moi, c'est ce que je veux, » insista la fillette. Avant qu'il n'ait eu le temps de la retenir, elle avait appuyé sur vidéo. Un nouveau menu s'afficha. Sous-routine vidéo, interface vidéo, surveillance, environnement. « Hurrah !» s'écria la fillette. « Lex, veux-tu arrêter ? Regarde, ça marche !» Sur tous les moniteurs de la salle se succédaient des vues des différents endroits du parc. Les images qui changeaient rapidement montraient pour la plupart des paysages enveloppés dans le brouillard. Mais sur l'un des moniteurs, ils reconnurent l'extérieur du pavillon, avec un raptor sur le toit. Sur un autre, une image très lumineuse montra fugitivement la proue d'un navire en plein soleil. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda Tim en se penchant en avant. « Quoi ? Cette image ?» Mais elle avait déjà changé, et les enfants avaient maintenant devant les yeux l'intérieur du pavillon. Toutes les chambres défilaient, et ils virent apparaître Malcolm, allongé sur un lit. « Arrête !» dit Lex. « Je les vois. » Tim toucha l'écran à plusieurs endroits et des sous-menus s'affichèrent, puis d'autres sous-menus. « Attends !» s'écria Lex. « Tu vas l'embrouiller !»
Mais vas-tu te taire? Tu ne sais pas comment ça marche. Des images vidéo apparurent sur plusieurs moniteurs. L'une montrait la proue du cargo au milieu de l'océan. Au loin, Tim distingua la terre, des constructions le long du rivage et un port. Il reconnut le port parce qu'il l'avait survolé la veille en hélicoptère. C'était Punta Arenas. Le cargo allait y pénétrer dans quelques minutes. Mais l'attention de Tim fut attirée par l'écran voisin qui montrait le toit du pavillon enveloppé dans la brume. Les raptors étaient plus ou moins cachés par les pyramides de verre, mais ils pointaient la tête et la retiraient à intervalles réguliers. Sur le troisième moniteur, Tim découvrit l'intérieur d'une chambre. Malcolm était couché sur un lit et Ellie se tenait à son chevet. Ils avaient tous deux la tête levée. Muldoon entra dans la chambre et alla se placer à côté d'eux en regardant le plafond, une expression inquiète sur le visage. « Il nous voit, dit Lex. « Non, je ne pense pas. » Des grésillements se firent entendre. Les enfants virent sur le minuteur Muldoon approcher la radio de ses lèvres. « Allô, Tim ? » ?»« Oui, je vous reçois. »« Il ne nous reste plus beaucoup de temps, Tim, » dit Muldoon d'un air sinistre. « Il faut absolument activer ce circuit électrique. » Tim entendit les raptors gronder, et il vit une tête prolongeant un long cou apparaître en haut de l'écran en claquant des mâchoires. « Dépêche-toi, Timmy !» s'exclama Lex. « Fais revenir l'électricité !»